Face aux difficultés de la SEGRAE, la réforme a eu lieu avec pour résultat la satisfaction enregistrée chez les retraités. 2022, la pension de chaque retraité est déjà payée. La pérennité de l'actuel IPS SEGRAE, dans la mesure où elle ne souffre plus de besoin de fonds pour payer ses pensions, nous disons que c'est déjà gagné. Voilà, si la réforme était aussi pertinente, pourquoi la plateforme syndicale a émis des revendications? La plateforme syndicale, après évaluation de ce qui s'est passé en 2012 et 2017, a souhaité qu'on apporte des corrections à ce qui se présentait. Mais ce n'était pas pour contester la viabilité du système et le bien fondé de cette réforme. Ils ont souhaité des aménagements dans ce qui a été fait. Ils ont souhaité que la SEGRAE poursuive le versement du capital d'essai qui était à la charge de l'État. Ils ont souhaité que la SEGRAE poursuive le service de la majoration pour familles nombreuses. Et ils ont souhaité également que les allocations familiales soient versées. 2 500 francs par mois et par enfant pour jusqu'à 6 enfants. Ils ont souhaité également, et c'est en cela que nous sommes tous revenus à la table de négociation, la retraite c'est un système de vieillesse, ce n'est pas un système de décès. Mais lorsque tout le monde a entendu dire que la veuve, puisque c'était elle seule qui était concernée à l'époque, que la veuve devait attendre l'âge de la retraite de son défunt époux pour bénéficier de sa pension, tout le monde s'est dit, oulala, la pauvre veuve, elle va suivre dans ce cas son époux et les enfants vont rester orphelins parce qu'elle n'aura pas les moyens de se prendre en charge. Ça a ému tout le monde, quoique la retraite, en fait, ce soit plus un système de vieillesse et non un système d'essai. Attendez. Oui, allez-y, rapidement. Compte tenu de cela, ils ont souhaité qu'il y ait un reversement immédiat de cette pension au conjoint survivant. On est passé de la veuve au conjoint survivant déjà dans l'ordonnance de 2012, donc ils ont souhaité que le reversement soit immédiat. Ils ont souhaité également que le taux d'annuité passe de 1,75% à 2%, comme ça l'était auparavant, mais à la période où justement le paiement des retraites était menacé après. Ils ont souhaité que la majoration pour familles nombreuses connaisse un déplafonnement au niveau de l'âge des enfants. C'est encadré entre 16 ans et 21 ans pour 6 enfants. Et ils ont souhaité un déplafonnement. Ils ont souhaité maintenir ce qui était. C'est ça? Ah non, pas le déplafonnement. Non, pas le déplafonnement. Ça, c'est les premiers points que vous avez cités. Je vais terminer. Oui. Ils ont souhaité un déplafonnement, n'est-ce pas? Et ils ont souhaité également, puisqu'il faut citer tous les éléments, oui, ils ont souhaité également que ils ont souhaité également que le dernier salaire soit retenu comme élément d'indice pour calculer. Pour faire le calcul du départ à la retraite, oui. Alors que le système de 2012 prévoyait que ce soit les 5 derniers salaires, une moyenne des 5 derniers salaires qui permettent de faire ce calcul-là. Voici tout ce qu'ils ont souhaité. Voilà. Tout ce que vous avez cité, c'est bien.
le changement des textes a-t-il suivi quand il y a eu la réforme? Puisque à l'origine, ils étaient d'accord. La SEGRAE a fini de faire son travail. Est-ce que l'exécutif a engagé le processus de changement des textes? Parce que ce n'est pas la SEGRAE de changer les textes. Non, non, non. Et puis vous avez... On n'y est pas encore. Oui. Ça, c'est ce qu'ils ont souhaité. Oui. Maintenant, je peux vous dire ce que l'État de Côte d'Ivoire leur a accordé. Ah, je sais, on en arrive là, ne vous pressez pas. Vous avez parlé de l'ordonnance 2012. Moi, je rebondis sur justement cette ordonnance. Oui. Alors, ils disent que c'est venu changer la loi en vigueur. Bon, les fonctionnaires ont trouvé cela suspect parce qu'ils se sont posé la question, y avait-il urgence pour qu'une ordonnance vienne changer une loi? Non, de toute façon, quand vous voulez agir vite dans un État, oui, vous procédez par ordonnance. Et après, vous régularisez par un projet de loi qui fait aboutir à une loi voilà. pour régulariser la situation. Mais c'est un élément de régularisation de justement, la situation. Justement, c'est l'un des éléments sur lesquels ils se sont appuyés pour dire qu'il n'y avait pas urgence. L'Assemblée nationale a acquis à la cause du gouvernement en place. Y avait-il urgence pour prendre une ordonnance pour annuler une loi? Ils ont trouvé cela suspect, d'où leur réaction. Bon, ils n'ont pas aussi accepté la remise en cause d'un certain nombre d'acquis contenus dans la loi de ce que vous venez de citer. Alors, quel est le bilan après la mise en œuvre de cette réforme-là, pour vous permettre de... Bien, voilà. Disons que la réforme de 2012, comme je vous ai dit, a fait en sorte qu'une structure qui était déficitaire pouvait fonctionner jusqu'à 2040 sans déficit. La réforme a fait que les salaires des retraités étaient payés immédiatement. Oui, le président de la FARES l'a dit tout à l'heure. Oui, donc que c'était payé immédiatement. Mais avant cette réforme, il y avait des dossiers qui étaient tels que le retraité devait attendre 3 ans pour être payé. Donc la réforme a eu du bon. Maintenant qu'on dise que parce qu'on s'est rendu compte qu'avec cette réforme, on devait avoir l'équilibre en 2019, on l'a eu dès 2014, donc il y avait peut-être de la marge et qu'il fallait renégocier les choses, mais l'État n'a pas rechigné à renégocier les choses. Et c'est là qu'on pourra vous dire, pose la question si vous le souhaitez, ce que l'État a pu leur concéder. Oui. Alors, ce que l'État a concédé, c'est la poursuite du paiement du capital d'essai, c'est-à-dire 12 mois de la rémunération, l'équivalent de 12 mois. Le versement de la majoration pour familles nombreuses, pour jusqu'à 6 enfants, et 6 enfants ayant entre 16 et 21 ans. L'allocation familiale de 2500, comme j'ai dit. Le reversement immédiat de la pension au conjoint survivant. Ça peut être une veuve et ses enfants, mais ça peut être aussi un veuf et ses enfants, ce qui est, comme je dis, un progrès. Donc, tout cela a été concédé, justement, aux fonctionnaires. Monsieur le ministre, moi, je suis entièrement d'accord, mais il faut que... Attendez, oui. Je n'ai pas fini. Et il a été également concédé qu'au lieu du lissage des 5 derniers salaires, que ce soit le dernier salaire d'activité qui serve de base pour calculer la retraite. Oui, ce sont des acquis, mais en général, quand les gens se mettent en grève, ils ont des raisons qu'ils évoquent, peut-être fondées, peut-être pas fondées. Vous êtes là dans cette position pour essayer d'expliquer aux uns aux autres sur le bien fondé de leurs revendications, par exemple. Ils disent que la réforme s'est articulée autour de mesures paramétriques et non paramétriques. Ça, c'est vos termes techniques. Je m'attarde sur l'une des mesures paramétriques qui a consisté au relèvement du taux de cotisation à 25% contre 18% avant 2012. C'est cela. Oui.
je vous épargne le reste comme je l'ai dit, n'est-ce pas là une réduction de salaire? Non, parce que dans les 25%, l'État employeur prend toujours 2/3 et les fonctionnaires et agents de l'État prennent 1/3. Donc ce n'est pas en soi une réduction, d'autant que, comme je vous disais, la retraite généralement, telle que payée entre 40 et 50%, ils accèdent à 61%. Donc c'est un compromis du bon sens et un bon équilibre qui a été trouvé pour leur servir une retraite décente, parce qu'on parlait de retraite. Donc voilà un peu. Alors, jusque-là, en dehors de ça. Oui. Attendez. Depuis 2011-2012, il y a eu le déblocage de leur salaire avec incidence financière. Il y a eu aussi le fait que tous les 2 ans, le salaire tel que versé connaît un relèvement. Ma consoeur de l'Éducation nationale l'a dit, bon, c'est près de 600 milliards qui ont été dépensés. Oui, ça c'est les efforts du gouvernement, on ne les nie pas. Mais donc le salaire n'a pas baissé dans la période parce que, comme je vous dis, en même temps, alors, ce qui est sûr, il était sûr que les fonctionnaires allaient à la retraite avec une pension intéressante. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Avec tous les points qui avaient été omis, enfin, qui avaient été laissés tomber lors de la réforme, vous avez dit tout à l'heure, bon, vous les avez cités tout à l'heure. l'heure. Pas cédé. Je viens. Oui. Alors, la remise en cause même à travers cette réforme-là, n'équivaut-il pas à la remise en cause du statut même du fonctionnaire? À travers cette réforme, je ne comprends pas bien votre question. C'est-à-dire, eux, ils vous disent, depuis 1962, on avait des acquis. 1, 2, 3, 4. Quand on remet ces acquis en cause, parce que aujourd'hui on parle de réforme, ils se demandent si ce n'est pas remettre en cause leur statut de fonctionnaire. Parce qu'ils vous disent, on a un salaire maigre par rapport au privé, on n'a pas le droit de mener des activités lucratives à côté de ce qu'on fait. Donc, c'est une mesure exceptionnelle que le président Houphouët-Boigny, à l'époque, a prise. Alors, si aujourd'hui... Mais partons de la définition de la retraite. Voilà, on dit que la retraite est un salaire de remplacement. Ça ne remplace pas le salaire. Nulle part dans le monde, la retraite ne remplace à l'identique le salaire. Et je vous disais que partout ailleurs, on est entre 40 et 50%. Eux, ils ont 61%. Donc, ce n'est pas un élément pour... La remise en cause est venue de nous tous. Le jour où ils se sont rendus compte que des gens mouraient sans toucher leur retraite, le jour où ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui s'évanouissaient en pleine CGRAE sans pouvoir toucher leur retraite, ils ont bien accepté qu'on revoie les choses ensemble et que les choses ressemblent à ce qu'elles devaient être. C'est ce qui a été fait auparavant. Devienne comme on ne une peut pas CRPS manger. bis. On ne peut pas C'est ce qu'ils disent. Non, mais on ne peut pas manger son blé en herbe parce que, si vous voulez, au moment où on procédait à la retraite, chaque fonctionnaire récupérait ce qu'il a cotisé pendant son temps d'activité en 16 mois. Alors que quand un fonctionnaire va à la retraite, selon les calculs qui ont été faits, quand il va à la retraite, il vit encore 16 ans quand c'est un homme et il vit même 19 ans quand c'est une femme. Donc quand vous avez récupéré en 16 mois ce que vous avez cotisé et quand le nombre de gens qui cotisent pour vous s'amenuise et que vous tombez à un ratio de 2,4 alors que dans des circonstances normales, vous devez être à 4, 5, voire 6. Vous-même, vous vous rendez compte que le système est en péril. Donc, ce n'est pas l'État qui a forcé. C'est le constat qui a été fait conjointement qui a amené à accepter la retraite, les changements de 2012. Mais comme je vous dis, quand vous faites des changements, vous les évaluez. Et ils ont fait leur évaluation, ils ont estimé qu'il était bon 5 ans après qu'on regarde à nouveau les choses
On les a regardés ensemble et on a trouvé un compromis du bon sens. Je m'interroge. Est-ce que était-il possible de maintenir ce qu'eux, ils ont dit de ne pas enlever et trouver d'autres solutions pour la fiabilité de l'institution? Était-il possible? Lesquels? Vous avez des cotisants, oui. Le nombre de cotisants qui diminue. Donc ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Il n'y avait qu'il fallait faire, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez un système contributif où c'est ce que vous payez qu'on fait fructifier et qu'on vous sert d'une certaine manière selon un schéma de solidarité globale. Et vous voulez un système dans lequel on a épuisé dans le budget de l'État pour venir compenser totalement le déficit que ce système, s'il avait été maintenu, aurait occasionné. Ce n'est pas possible. La solidarité, elle est globale pour tous les Ivoiriens. Elle n'est pas que pour les fonctionnaires ou que pour les 5 à 6% de travailleurs qui sont concernés et au niveau de la fonction publique et au niveau du secteur privé par le système contributif. Une seule technique de gestion, qu'on a dit, pour gérer la sécurité sociale. Croyez-vous, comme les fonctionnaires, qu'il faut appliquer le statut du privé dans ces conditions, c'est-à-dire valoriser leur salaire et appliquer la même technique de gestion comme on l'appliquerait à l'ensemble des travailleurs? Est-ce que c'est possible pour l'État de Côte d'Ivoire? Si vous voulez. Donc, est-ce que ça veut dire que, selon ce que vous avez entendu, les fonctionnaires souhaiteraient une cotisation à 14%, qu'ils souhaiteraient... Et puis on valorise leur salaire. C'est ce qu'ils disent. Et puis on valorise leur salaire. Où est le lien? Le salaire est déjà revalorisé, comme je vous l'ai dit, depuis 2011. Non, mais les fonctionnaires ivoiriens ne sont pas payés comme les fonctionnaires du privé, parce que c'est l'argument que parfois ils sortent. Ils vous disent, celui qui est au privé le fonctionnaire est bien payé, il a le temps d'investir. Partons de la définition du fonctionnaire, si vous voulez, on va en parler. C'est ce que je voudrais que vous expliquiez aux uns aux autres. Le fonctionnaire reçoit un traitement, ce n'est pas un salaire. Donc, il reçoit un traitement, c'est-à-dire quelque chose qui lui permet d'entretenir sa condition. Donc, le fonctionnaire n'est pas un salarié. C'est quelqu'un qui reçoit un traitement. Et il fait un travail qui est noble, qu'il a choisi de faire, et c'est l'État, son employeur. Le secteur privé, ceux qui vont dans le secteur privé ont choisi d'aller dans le secteur privé. Le fonctionnaire dit, mais moi, mon salaire n'est pas aussi élevé que celui du privé, mais la protection qu'il a. Vous ne chassez pas un fonctionnaire comme on le chasserait dans le privé. Votre bon gré. C'est cela. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire, je suis en train de restructurer la moitié des fonctionnaires dehors. Vous ne pouvez pas. Donc, vous recevez une protection. En échange. Donc voilà. Vous recevez, j'allais dire, vous pouvez occuper des postes de haut niveau qui font que tout le monde vous considère, mais tout cela, ça fait partie des éléments qui vous sont servis. Donc vous ne pouvez pas dire, je veux être haut fonctionnaire et rouler dans des voitures à plaque jaune quand ça m'arrange, mais je veux avoir en même temps le salaire du privé quand ça m'arrange. Donc, quelque part, moi je suis fonctionnaire, j'étais fonctionnaire, j'ai choisi. Et en tant que fonctionnaire, ayant choisi, j'ai suivi la carrière normale d'un fonctionnaire sans me plaindre de ce que j'étais moins payé que dans le secteur privé, parce que j'avais un véhicule de fonction là où les autres achetaient leur véhicule par eux-mêmes sur leur salaire. J'avais du carburant là où les autres payaient pour leur carburant. Et donc, quelque part, j'allais dire, on se retrouve. Quand vous avez un dossier, personne ne peut vous convoquer en disant « Venez me rendre compte de votre dossier » parce que vous êtes fonctionnaire, vous représentez l'État. Ce sont les contribuables et tous les bénéficiaires de vos prestations qui viennent à vous parce que vous êtes fonctionnaire. Voilà, donc autant d'avantages qui font que le salaire... Et puis en dehors de ça, oui.
je ne pense pas que nous soyons si mal payés que ça, parce que si ouais, on fait un benchmark dans toute la sous-région, je ne pense pas qu'on puisse dire que nous sommes mal payés. Quand on commençait cette émission, vous l'avez dit, l'État et les fonctionnaires apportent leur contribution dans la constitution de la future pension, mais les fonctionnaires vous disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas représentés dans le conseil d'administration de la SEGRAE. Ça, c'est aussi leur grief. Mais je vous ai dit que la réforme a fait en sorte qu'on confie donc, la SEGRAE à des professionnels, qui en assurent la gestion. Ils disent le conseil d'administration. Au conseil. Oui, ils parlent du conseil d'administration. Ils disent qu'ils ne siègent pas. Oui, mais bon, ça, le conseil d'administration, les fonctionnaires n'y viennent pas en tant que fonctionnaires. Ce qu'ils sollicitent actuellement, c'est d'y venir en tant qu'entité syndicale, n'est-ce pas? Mais par exemple, à la MUGFC, ils y sont en tant qu'entité syndicale, même s'ils ne sont pas à la SEGRAE, ils sont à la MUGFC en tant qu'entité syndicale. Mais à la MUGFC, l'État n'est pas. Mais eux, ils y sont. Donc, quelque part, je ne vois pas très bien le problème. On veut des structures qui soient bien gérées et qui soient au service des fonctionnaires et agents de l'État. On veut des structures qui marchent. Dans un cas, on a choisi que les fonctionnaires iraient là-bas et en assureraient la gestion. C'est le cas de la MUGFC. Dans le cas de la SEGRAE, ils n'y sont pas, mais je veux dire, en plus, les choses évoluent. Ce sont des choses qu'on peut... Alors, vous avez cité tout à l'heure les points d'accord. Il y a eu 2 points sur lesquels la plateforme syndicale et l'État ne se sont pas entendus. Qu'est-ce qui a suscité autant de passion et expliquer un peu ce qui divise le contenu de ces 2 points-là? Il n'y a pas eu de division véritable au niveau de ces 2 points. Ces 2 points précisément. Parce que qu'est-ce qui n'est pas faisable, je veux dire? Si on passait de 1,75 à 2, et si on déplafonnait la majoration pour familles nombreuses, on s'est tous rendu compte qu'en faisant les projections, au lieu de 2040, comme dans l'ordonnance de 2012, au lieu de 2032, comme dans toutes les 5 mesures qu'on a accordées, en accordant les 2 dernières mesures, on arrivait à 2023. Écoutez, nous sommes en 2017. Vous arrivez à 2023. 6 ans. Quelle est la marge que vous vous donnez par rapport à un rapport cotisant retraité qui est de 3,2, donc qui n'atteint pas encore les 4 ou 5? Quelle est la marge que vous vous donnez? Si on devait appliquer ça et continuer selon ce schéma, d'ici 2040, c'est des milliards que le budget de la Côte d'Ivoire supporterait. On a pensé même à 1940 milliards. Est-ce que c'est supportable? Ils l'ont compris. Sur ça, nous nous sommes accordés parce qu'eux-mêmes ont des gens, heureusement, qui savent faire ces calculs et qui ont regardé les chiffres avec nous. Et je les remercie d'ailleurs d'avoir, à partir des estimations qu'on a eu à faire ensemble, d'avoir accepté que les 5 premières mesures soient celles qui leur soient concédées parce que, je le répète, rien ne sert de manger son blé en herbe. Alors, parce qu'après, on n'aura plus de pain. Il y a une question qui revient souvent. Les gens se posent la question, y a-t-il eu déficit de communication? Tout le monde est parti sur la base d'une fois, on était plus ou moins d'accord. Et puis, en chemin, on dit non. Est-ce que les choses ont été mal expliquées? Qui devait expliquer aux fonctionnaires? Pour ne pas qu'on en arrive là. La SEGRAE et l'État de Côte d'Ivoire devaient expliquer aux fonctionnaires. Mais les fonctionnaires eux-mêmes, qui ont fait plusieurs séminaires, plusieurs ateliers de travail avec la SEGRAE,
éléments qui leur ont permis d'ailleurs de mieux percevoir les choses et de pouvoir faire tous les calculs avec nous. Donc, les fonctionnaires, à travers leur syndicat, devaient eux-mêmes expliquer le bien fondé de la réforme. Je dis, ça c'est une période qui est passée. Nous sommes là aujourd'hui pour faire avancer les choses selon ce que nous avons convenu ensemble. Et vous avez vu la bonne foi de l'État de Côte d'Ivoire, parce que dès après l'arrêté de ces mesures, nous avons pris une ordonnance, le gouvernement a pris une ordonnance rectificative de l'ordonnance de 2012, et aussitôt, le même jour, en février, le même jour, le 15 ou le 25 février, nous avons pris, le président a adopté le décret d'application de cette ordonnance telle qu'elle a été rectifiée. On est même allé plus loin. Aussitôt, on a proposé un projet de loi pour régulariser la situation de cette ordonnance. On a donc fait vite pour montrer notre bonne foi, montrer aux fonctionnaires qu'on n'est pas là pour les appauvrir, mais montrer que on ne peut ensemble que convenir de quelque chose qui assure quand même la viabilité du système dans lequel nous sommes. Parce que imaginez-vous que tous ceux qui étaient autour de la table avec nous, ils ont encore au minimum 10, 15, 20 ans avant d'accéder à la retraite. Si nous procédons comme convenu, les retraités actuels, eux, ils percevront leur retraite, mais et eux? On va en parler tout à l'heure. Je crois que nous sommes mis d'accord là-dessus. Ce ne sont pas des choses sur justement, avec ces différentes mesures, il y a eu des implications financières. On s'est compris. Avec la réalisation, on va et c'est un bon compromis qu'on a trouvé. Aborder cette question.